Bonjour Philippe, Bonjour Fabien. content de te retrouver Oui, merci, toi moi de même, pour parler des options. n'est-ce pas? À chaque fois que je te retrouve, nous parlons du marché d'échange, c'est ton marché de prédilection. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un type d'instrument précis qui se pratique aussi sur Forex, mais pas que, avec les clients, les élèves que tu accompagnes au fil du temps et puis les traders qui deviennent pour certains chevronnés. Les options, c'est un outil qui est plus complexe parce que pas seulement directionnel, mais qui est intéressant, important et qui prend de l'ampleur. On voit les volumes augmenter année après année. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les options? Les options, elles ont un avantage, c'est qu'on peut jouer des stratégies qu'on ne peut pas faire sur le sous-jacent lui-même. Par exemple, quand le marché ne bouge pas, avec des options, on peut gagner de l'argent. Alors que le marché est en trading range très étroit, par exemple. On peut jouer des tendances. Le gros avantage des options, c'est que ça pardonne, hein. On paye une prime et cette prime, elle nous permet d'être pardonné sur le niveau d'entrée en position dans le sous-jacent. On pense que ça va baisser, hein, donc on va acheter un put et on ne sait pas exactement quand ça va baisser. On ne sait pas exactement si on est vraiment au plus haut. Eh ben, vous êtes pardonné avec une option si jamais ça monte un peu plus, si jamais c'est pas maintenant, demain, après-demain. Alors qu'avec le sous-jacent, il faut avoir raison tout de suite, hein. Si on pense que ça va baisser et on short par exemple un indice futur, le S&P 500 futur ou le Nasdaq futur, et que ça commence par monter, si par malheur ça va boire notre stop loss, on est sorti en perte. Et puis après, les gens, c'est classique, ils sont en rage, hein, puisque après, si ça baisse, on avait raison, mais trop tôt, hein, ou à un niveau un peu trop bas. Et le risque après, c'est que la personne, du coup, la fois suivante, elle ne met pas de stop. L'option, vous êtes protégé, puisque si vous comprenez bien comment fonctionnent les options, votre perte est limitée à la prime. Mais en réalité, cette perte, elle est réelle dès le départ, hein, parce que vous payez une prime. Mais je veux dire, vous avez complètement contrôlé votre perte. Vous ne pouvez pas vous retrouver avec une position qui part et qui s'aggrave, hein. Vous faites ça quand vous êtes zen, hein, puisque quand vous mettez en place votre position optionnelle, vous êtes zen, puisque là, vous n'êtes pas gagnant, mais vous n'êtes surtout pas perdant, hein. Donc, parce que le problème quand on perd sur les marchés, c'est là qu'on prend des raisonnements trop rapides, on a la tête embrouillée et des fois on rajoute une bêtise à une autre bêtise. Donc les options, c'est cool là-dessus. Ça peut être c'est un gros avantage, c'est que c'est pas chronophage, hein, parce que faire du trading, sur les marchés de futurs et cetera, vous êtes, en position, vous vous levez la nuit, hein, vous avez une position, vous avez acheté le futur, puis ça part un peu pas terrible, pas dans le bon sens, ça baisse un peu, on n'est pas à son stop loss, on se réveille à 3 heures du matin, on va regarder sur son PC et cetera, on a une nuit pourrie. Vous avez des options, vous avez acheté un call, vous avez parié la hausse et puis, vous dormez tranquillement et puis de toute façon, vous avez du temps puisqu'une option, elle a une date d'échéance et donc vous avez du temps. Ça commence par baisser, c'est pas trop grave, c'est à l'échéance, on regardera si vous avez eu raison. Donc les options, c'est très cool, je veux dire, enfin quand je dis très cool, c'est-à-dire que vous êtes beaucoup plus zen, vous pouvez avoir une activité professionnelle à côté, hein, et prendre donc des positions de tendance, faire du swing trading sans avoir les risques d'acheter ou vendre par exemple un contrat futur ou un CFD. Donc c'est assez génial. Alors maintenant, c'est pas parce que vous avez, je dirais, une option que ça veut pas dire qu'il faut surveiller, hein. Une option, elle a une date d'échéance, mais ça veut pas dire qu'on va forcément aller à la date d'échéance. On peut remanier la stratégie, il faut pas rester les 2 pieds dans le même sabot, hein. Si le marché évolue en notre faveur ou contre nous, on peut réajuster. Il faut être dynamique. Donc vous avez des points, vous surveillez régulièrement, mais l'avantage, c'est que vous pouvez acheter votre call, acheter votre put, puis après, vous partez, vous avez une demi-journée, vous allez faire du sport ou n'importe quoi, puis quand vous revenez, vous surveillez un peu, mais voilà, vous êtes beaucoup plus cool. Et puis il y a aussi un gros avantage maintenant depuis quelque temps, c'est le développement, sur les marchés de futurs des options 0 days to expiry. Donc vous savez, les options qui sont échéances le jour même. Donc celles-là, elles vous permettent à l'opposé, de faire du trading intraday, de faire même du scalping, hein. Alors il y a des choses à savoir, c'est quand même des options, hein, c'est pas juste un sous-jacent, c'est pas juste j'achète un call et je vends un call. Il y a des stratégies pour déboucler des options 0 DTE.
On peut faire quelques stratégies combinaison d'options 0 DTE, on peut le faire aussi. Voilà, il y a plein de trucs à faire pour optimiser ce trading intraday avec des options 0 DTE. En fait, c'est pas du tout la même chose. Là, c'est du très court terme, donc il faut être derrière ces écrans. Hein. Il faut aussi bien comprendre ce qu'est une option, puisqu'une option, c'est pas le sous-jacent. Hein. Ça, il faut bien comprendre. Hein. C'est un moyen d'aborder le marché avec ses avantages et ses inconvénients. Hein. Et vous, il faut comprendre que c'est pareil. Vous avez une voiture ou vous avez une semi-remorque. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Hein. La voiture, vous traversez le village, il y a un pont, vous passez sans problème sous le pont. Le semi-remorque, il va peut-être pas passer. Hein. Par contre, le semi-remorque, il va vous permettre, même si vous faites un détour, d'emporter nettement plus de marchandises. Donc, il faut bien comprendre quand est-ce que c'est intéressant de trader une option et quand est-ce que c'est plutôt intéressant de trader le sous-jacent. Hein. Comprendre comment les market makers sur options fonctionnent, parce que si vous comprenez comment ils fonctionnent, vous savez quand est-ce que vous pouvez prendre une position optionnelle ou quand est-ce que vous pouvez la déboucler ou quand est-ce que vous ne pouvez pas le faire. Hein, ça va être l'avantage. Donc, c'est pour ça que je vous disais, attention, les options, il faut quand même si c'est des 0 DTE, hein, ce n'est pas du sous-jacent, il faut comprendre la base sur les options. Hein, mais voilà, ça vous ouvre un champ de stratégie qui est assez important. Alors, tu as parlé des 0 DTE, Oui. c'est monté en force ces dernières années. Quand on parle de trading court terme, comprendre ce qui se passe sur une seule journée en matière de spéculation, ça peut être complexe. Oui. Si on se tourne vers le long terme, à un moment donné, on valorise les actifs les uns par rapport aux autres et on a une certaine cohérence. Oui. Et s'il n'y en a pas, de toute façon, c'est corrigé. À court terme, dans une journée, entre les news, les intérêts divers, moi, ça me paraît plus complexe. Et les options 0 DTE, par exemple, sur les gros indices comme le S&P, tu m'en parlais tout à l'heure avant qu'on démarre, ça amène des problématiques qu'il faut connaître parce qu'en fonction du placement de l'open interest, là où il y a le plus de positions sur options, on peut avoir des décalages par rapport à ces infos. Aujourd'hui, un trader intraday, d'après toi, doit comprendre ces mécanismes. Déjà, quels sont ces mécanismes et est-ce que c'est indispensable pour un trader intraday de comprendre ce qui se joue de ce côté-là, du côté des market makers et de leur possibilité de couverture, obligation de couverture parfois Ils doivent le faire parce qu'en fait, eux, s'ils ne réajustent pas, comme on dit, leur position delta neutre, ils vont se retrouver perdants. Hein. Le market maker, lui, faut pas oublier, il n'est pas là. Il est là pour vous proposer des prix, mais il est avant tout là pour gagner de l'argent. Donc c'est pour ça il faut comprendre comment il fonctionne. Maintenant, oui, alors là j'ai un slide sur les volumes des options, si tu veux, on va le afficher. On va l'afficher. Sur les 0 DTE, voilà, là vous avez un slide qui vient de Goldman Sachs et qui vous montre que n'hésite pas à te mettre devant. sur les dailies, là, hein, donc c'est les options 0 DTE, on voit bien que maintenant, c'est la majorité. Donc là, il est arrêté au deuxième trimestre 2024. Vous voyez que la plus grande majorité des options du S&P 500 sont des options échéances le soir même. Alors attention, ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme tu l'as dit, comprendre où sont les strikes, etc., pour essayer de deviner l'évolution, par exemple, du sous-jacent du S&P 500, ça va être intéressant à partir du moment où le volume des options est énorme par rapport au volume du sous-jacent. C'est-à-dire que si le volume des options tradées est vraiment l'open interest, comme tu disais, est très fort, ça va impacter le sous-jacent. Enfin, indirectement, c'est le market maker qui va être obligé de se hedger, d'acheter fortement le sous-jacent, de le vendre fortement, ça dépend de sa position, etc. Sauf qu'il ne faut pas oublier que sur le S&P 500, il n'y a pas que des traders options. Il y a tous les gérants de fonds, il y a des hedge funds qui vont jouer le sous-jacent lui-même. Vous voyez, un gérant de fonds qui va investir dans des actions du S&P 500, il ne va pas se préoccuper des positions optionnelles parce que lui, il investit à 1 mois, 3 mois, 6 mois. Donc, il ne faut pas oublier ça. C'est-à-dire que même si elles sont de plus en plus importantes, elles ne font pas la majorité des volumes du S&P 500. Hein. S'il y a un événement macroéconomique important, etc., ce n'est pas les options qui vont diriger le marché. C'est l'événement macroéconomique, c'est l'événement géopolitique. Hein. On le voit par exemple avec les annonces qu'il y a sur la guerre commerciale, quoi, je dirais, hein. Donc les droits de douane, etc. Donc il ne faut pas oublier ça. Alors comme tu disais, si tu fais une option 0 DTE, ce n'est pas parce que tu fais du court terme
que ça veut dire que c'est plus facile. C'est-à-dire qu'il faut comprendre le contexte de la journée, il faut surveiller quelles annonces économiques vont tomber. Est-ce qu'il y a des annonces géopolitiques prévues? Parce que des fois, on sait qu'il y a des conférences qui vont être annoncées. Est-ce qu'il y a des membres, par exemple, de la Fed qui vont parler? Puisque ça, on peut le savoir aussi, hein. Donc, voilà, il faut tenir compte de tout ça. Il faut vraiment tenir compte du marché. Donc là, tu soulèves un point. C'est pas parce qu'on fait des options qu'il ne faut pas comprendre le sous-jacent. Qu'est-ce qui fait évoluer le sous-jacent? Si vous ne comprenez pas ce que fait évoluer le sous-jacent, ce n'est pas le fait de trader des options qui va vous faire gagner. Il faut d'abord comprendre Et au contraire, l'avantage, par exemple, c'est ce que je disais, on peut faire du scalping, du trading intraday avec les options, 0 DTE. Vous allez pouvoir jouer un chiffre en relative sécurité. Hein. Plus sécure, ça sera une position qui sera plus sécurisante qu'une position directement, par exemple, avec le Nasdaq Futur ou le S&P 500. Ça, c'est gros avantage. Hein. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Et on voit qu'il y a une distorsion. Je vais te montrer un autre graphe, là, après. Là, c'est quoi? C'est les ratios put-call, hein, pour savoir s'il y a plus de gens qui ont acheté des puts que des calls. Donc, si les cours montent, c'est qu'il y a plus d'acheteurs de puts que de calls. Là, qu'est-ce qu'on voit? C'est les maturités des options. Ça, c'est les 0 DTE, hein, c'est à l'échéance le soir. Là, c'est 1 à 3 jours, 4-5 jours, à 6 à 21 jours et plus de 22 jours. On voit bien que les 0 DTE, le ratio put-call, il est constamment, là, depuis 2018, environ proche de 1. Ben, ça veut dire qu'il y a, en général, autant d'acheteurs de calls que d'acheteurs de puts. Hein. Le marché, bon, il est relativement équilibré sur les 0 DTE. Par contre, quand on regarde, par exemple, les options à 5 jours, notamment, on voit que les ratios put-call, des fois, ils explosent, ou les options plus longues encore. Ben là, ce n'est pas les mêmes typologies je dirais, de traders. Ça va être le trader, regardez 2020, ça va être le trader qui va se hedger. C'est-à-dire, c'est le gérant de fonds qui a un indice qui investit fortement sur le S&P 500, dans plein d'actions du S&P 500. D'un seul coup, vous avez un truc qui s'appelle le Covid, les mecs se hedgent. Là, d'un seul coup, il y a plein de spéculateurs, hein, sur les 0 DTE, mais en fait, on voit bien que les ratios put-call voilà, sont plus longs, sont beaucoup plus élevés sur les options, je dirais 5 jours, 21 jours, voire plus 22 jours. Vous voyez, il n'y a pas en fait, on s'aperçoit que maintenant, ben, il y a 2 segments. Tu as le 0 DTE, c'est vraiment des spéculateurs, et ceux qui font des options plus longues, ben, surtout sur le S&P 500, c'est beaucoup du hedge. Hein. C'est pas la même typologie. Vous voyez? Donc, mais eux, ils font des volumes très importants. C'est un ratio put-call, mais ça ne vous montre pas les volumes. C'est des volumes très, très gros. Il ne faut pas oublier que sur le S&P 500, il y a beaucoup plus de trades qui sont faits par les gérants de fonds, les mutual funds, que par, je dirais, les particuliers. Les particuliers, sur les options sur futur, ils font à peu près maintenant 19% du volume. C'est les 0 DTE. Mais en réalité, il y a le reste. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, faut pas aller à l'inverse. Toutes les options vont faire varier le marché. Alors, c'est vrai que les options vont avoir une influence de plus en plus forte, les 0 DTE, tout à la fin très proche de l'échéance, à 22h, pour que le marché ferme. Parce que là, le market maker, il va avoir, son gamma qui va exploser, enfin qui va être très binaire. C'est soit ça va être un maximum, soit ça va être 0. Et donc là, le market maker, il va avoir un impact très fort sur le marché. Mais c'est pareil, en fin de marché, sur le S&P 500 et le Nasdaq, il y a aussi les gérants de fonds. Et eux, c'est pas pour les options. Il y a beaucoup de gérants de fonds qui vont prendre des positions sur les indices sur futur juste à la clôture du marché. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Attention, il ne faut pas se dire les mouvements du S&P 500 sont uniquement dus aux options. Parce que ça, je l'ai déjà entendu avec des gens que je forme et qui veulent absolument savoir où sont les strikes, les open interest, etc. Alors là, je parle bien des indices. Hein. Si vous allez sur les single stock options, là, ça va être différent. Il y a certaines options, single stock options, ça c'est une option sur juste une action précise, par exemple Nvidia, Microsoft, Tesla. Donc le marché des options single stock options aux États-Unis, il est très très développé, contrairement, je dirais, à la France. Donc là, ce qui va se passer, c'est que là, oui, vous allez avoir un impact qui peut être très fort, c'est-à-dire vous avez certaines
pense à notamment Tesla. Pourquoi je vous dis Tesla? Ce qui choque un peu, c'est qu'on s'aperçoit que sur toutes les single stock options du marché S&P 500, Tesla, elle toute seule, elle fait la moitié du volume de toutes les options du S&P 500. C'est énorme. Bon, ça a été, à mon avis, surtout grâce au courtier américain Robinhood, parce qu'il propose des options, enfin des options, des CFD options, hein. Et donc, parce que même si c'est un CFD, derrière, c'est quand même une option. Donc, il va y avoir un market maker, c'est Robinhood, et ça va jouer, hein. Donc, ce que je veux dire, vous voyez, vous n'aurez pas du tout la même dynamique du prix sur Tesla que sur une single stock options, par exemple, sur AMD, sur une société qui est beaucoup moins prisée par les traders options, hein. Donc tout ça, voilà, il faut en tenir compte. Sur les indices, c'est pas vrai. Les indices, les volumes sur les futurs, le sous-jacent lui-même reste quand même plus grand que le volume qu'on a sur les options elles-mêmes, même les 0 DTE. Faut pas l'oublier ça, hein. Donc voilà. Ouais, du coup, le 14 mai, nouvelle session qu'on organisera une après-midi cette fois, donc 3 heures, vraiment centrées sur les options. Par contre, on va interagir avec le public en amont là avec cette vidéo pour savoir D'accord. les sujets qu'on va aborder parce que les options c'est vaste. Et entre celui qui veut faire de l'investissement en options à viser quelques jours, quelques semaines, voire plus, et celui qui veut faire du court terme avec les options, ce ne sera pas les mêmes problématiques, même s'il y a des choses. Donc, j'invite nos auditeurs à exprimer leurs attentes, ce qu'ils souhaitent voir traité dans cette journée du mercredi 14 mai. Mais de quoi devrait-on parler Oui, alors comme tu le dis, les options, c'est quand même un marché, c'est-à-dire que c'est un marché à part, c'est un produit à part. 3 heures, c'est très court, hein, de formation. Donc, on va être obligé de choisir. Soit les gens veulent faire des stratégies directionnelles de, je dirais, 2, 3 jours, 1 mois, 3 mois. Et donc là, on verra quelques stratégies, comment on réajuste les stratégies. Ou soit les gens veulent faire du trading intraday, hein, avec des options 0 DTE. Et on parlera de ça. Alors, dans les deux cas, on verra les bases, mais il est évident qu'on n'aura pas le temps de tout faire. Donc, on est vraiment obligé de choisir. Et on n'ira pas s'éparpiller, je dirais, dans tel ou type d'option. Voilà, je pense qu'on va plutôt parler des options sur les indices S&P 500, Nasdaq, hein, parce que là, ça va être similaire. Mais on ne va pas aller dans les options sur le Forex, on ne va pas aller dans les options sur les matières premières, les single stock options. On peut l'évoquer, mais chaque option, chaque marché a ses spécificités. Et donc, le comportement de l'option sur, par exemple, le WTI ne va pas être le même que sur le Rodol ou sur le S&P 500, hein. Donc, on est obligé de faire des choix. Donc là, c'est les personnes qui viendront, qui choisiront ce qu'ils veulent faire, hein. Mais je pense que le mieux, c'est de faire des stratégies options sur les indices actions, hein, puisque c'est la majorité des gens ce qu'ils font. Et soit ils veulent faire des options, par exemple, de couverture de spéculation, mais en swing trading, ou soit ils veulent faire du trading intraday, ce qui n'est pas la même chose, hein. Il y en a un il faut être dispo pour le trading intraday, et l'autre, c'est moins chronophage, comme je vous disais, on joue des tendances, on joue des situations, on joue des événements, hein. Là, il y avait des trades à faire, par exemple, avec l'investiture, avant l'investiture, donc l'élection de Donald Trump, et puis jusqu'à l'investiture, là, vous aviez donc une date d'échéance, l'investiture, et après, vous voyez, vous pouvez jouer ce genre de choses, des grands mouvements, voilà, ce que vous pensez sur ce qui va arriver sur certains événements géopolitiques, macroéconomiques. Vous pouvez jouer des options jusqu'à, par exemple, ce qui va arriver avant la prochaine réunion de la Réserve fédérale américaine, ou des trucs dans le genre, vous pouvez le faire, hein. Donc, on invite les gens à choisir s'ils veulent plutôt du trading intraday avec des options 0 DTE, donc échéance le soir, ou s'ils veulent plutôt des stratégies de swing trading, et comment on réajuste les stratégies en fonction de l'évolution du sous-jacent, l'avancement du temps, voilà. On fera, évidemment, on ne pourra pas tout voir à fond, hein, puisque les options, c'est un marché à part. Donc, ce n'est pas en 3 heures qu'on pourra tout faire. Mais on aura les bonnes bases. Parfait. Je vais proposer un sondage. Au niveau des brokers, pour traiter les options centralisées efficacement, en France en tout cas, j'ai l'impression que là, il y a un peu
Un acteur qui aura fait tout le marché, c'est Interactive Brokers, directement ou indirectement avec les partenaires européens. Mais pourquoi il y a peu de concurrence en fait pour traiter les options en Europe, en France en tout cas? Mais il y a certains courtiers, déjà le marché des options, ça intéresse une minorité de gens, hein. Alors je parle pas des 0 DTE qui explosent, parce que les gens en fait utilisent les 0 DTE comme si c'était du sous-jacent. Or, c'est pas le sous-jacent, hein. En fait, les 0 DTE, les gens les utilisent comme si c'était des options binaires. Ça monte, je gagne. Si j'ai acheté un call, ça baisse, je gagne. Si j'ai acheté un put. Mais je vous dis, on peut affiner, on peut faire des trucs nettement mieux quand on comprend comment fonctionnent les options. Et ce qui se passe, c'est pour ça que c'est un argument, hein, parce que les gars, ils achètent, ils se disent: «J'ai juste une prime à perdre», mais en réalité, attention, voilà, on en parlera si on fait sur, ce sujet. Et puis avant, ça n'existait pas les 0 DTE. En fait, oui, il y avait des options, une option une semaine, elle termine un jour et le dernier jour de son échéance, c'est une 0 DTE, mais c'était une semaine avant. Elle n'était pas construite pour ça. Maintenant, Voilà, elles elle sont était pas construites pour construite ça. pour Ouais. ça. Elle était pas Oui, dans les options 0 DTE, vous allez avoir des options, comme on a dit, régulières, c'est-à-dire qui sont échéance 1 mois, 1 semaine, et cetera, hein, qui vont arriver un jour, à leur dernier jour. Ce qui se passe, c'est que les options étant un produit quand même plus complexe, historiquement, les courtiers, il y en a peu qui présentaient les options, hein, puisque les gens comprenaient pas forcément le fonctionnement. Donc c'est pour ça qu'il n'y a jamais eu énormément de courtiers qui les ont proposés. Le souci aussi, c'est que comme les gens comprennent pas bien les options, il y a des courtiers qui ont pris Les amendes? non, c'est pas ça que je veux dire, mais des solutions très Ah, conservatrices pour éviter que oui, le client se fasse oui, ruiner. il y a ça aussi, hein, Donc quand, en fait, vous avez des courtiers, on peut citer des noms comme CQG par exemple, hein, qui est un courtier américain. Vous pouvez pas faire des stratégies dans lesquelles vous avez, un achat d'options, une vente d'options, combinée par exemple, hein, ce qu'on appelle un call spread par exemple. Le courtier va considérer que vous avez 2 options qui sont séparées. Et ça veut dire que si vous avez vendu un call, il vous pouvez pas commencer par vendre un call avec le courtier, vous devez d'abord l'avoir acheté auparavant. Donc ça veut dire que ce genre de courtier, et il y en a beaucoup, tout ce qui est des stratégies avec des achats et des ventes d'options qui sont avec des différents strikes, des différentes maturités, vous ne pouvez pas les faire, hein. Parce que le gros avantage des options en swing trading, vous pouvez jouer des scénarios, c'est-à-dire ça monte puis ça baisse. Vous pouvez jouer des scénarios, la volatilité va diminuer, la volatilité va augmenter, hein. Mais dans les scénarios que je vous dis, il y a souvent des ventes d'options. Et donc, si elle n'est pas achetée auparavant, cette option, le courtier vous l'interdit. Donc, du coup, on se retrouve, il y a très peu de courtiers. Alors, il y en a un, je vous dis, qui est au-dessus du lot, c'est Interactive Broker, qui vous permet ce genre de combinaison. Vous pouvez même trader les options avec ce qu'on appelle des ordres combos. Donc, ça va vous assurer une sécurité. Parce que lui, vous allez pouvoir les revendre en package, tout ensemble. Ça va vous éviter des risques parce que quand on a fait une stratégie avec plusieurs options et il faut clôturer toute la stratégie, si vous faites chaque option, j'ai une option achetée, je la revends, une option vendue, je l'achète, etc. Vous débouclez individuellement toutes les stratégies. Suivant la façon dont vous le faites, l'ordre dans lequel vous le faites, vous pouvez vous retrouver en risque assez important. Là, avec Interactive Broker, vous allez pouvoir traiter tout le panier d'options que vous avez en un seul clic. Et donc, ça vous donne une sécurité. Ça vous permet de laisser un ordre de revente. Votre stratégie va s'arrêter dans 1 mois. Vous pouvez laisser d'abord un ordre de revente. Votre anticipation se réalise au bout d'1 semaine. Vous allez laisser un ordre de revente de tout le package. L'ordre est exécuté. Vous n'étiez pas là, vous étiez en réunion, hein, ça, je dirais, vous étiez en réunion, le package est exécuté, vous revenez le soir chez vous, vous regardez, c'est fait. Donc, vous avez des avantages monstrueux, hein. C'est qu'ils sont vraiment conçus pour trader les options et surtout les combinaisons d'options. Donc, ça vous ouvre un champ de stratégie, de scénario que vous pouvez réaliser. Du coup, cette journée du 14 juin, on découvrira des stratégies. On va faire très simple, une stratégie simple, et comment l'adapter en fonction de l'évolution du sous-jacent, comment la remodifier, parce que comme je vous le disais,
c'est pas parce qu'on a acheté une option qu'il faut rester les 2 pieds dans le même sabot et attendre l'échéance. Et c'est pas parce qu'on a acheté une option qu'il faut que le plus judicieux est forcément de la revendre, hein. Il y a plusieurs techniques et donc ça, on en parlera. Donc ça, voilà, il faut bien comprendre que vous pouvez faire des choses et que c'est pas j'attends bêtement l'échéance pour savoir si l'option, elle est exercée ou si elle est pas exercée, si j'ai gagné ou si j'ai pas gagné. Ça, c'est classique dans les 0 DTE, les gens qui ne comprennent pas les options, ben, ils attendent bêtement, quoi. Ils attendent et ils la revendent à un moment et en fait, c'est pas forcément le plus judicieux. Tout à l'heure, tu parlais d'une problématique d'un élève, justement, puisqu'il y a de plus en plus de personnes qui s'y essayent. Oui, Sur les options, il y a quand même, de toute façon, de manière générale, je pense que pour être bon en trading, il faut en fait rentrer dans le détail du produit qu'on trade, vraiment les spécificités, les spécifications du produit, et il y a toutes ces infos sur les pages des émetteurs ou des bourses qui organisent c'est la bourse. ça, oui, le CME en l'occurrence. Mais voilà, il faut faire ce travail et se forcer parce que après, il y a les subtilités, on va se rendre compte qu'en fait, on avait l'info, mais On la regarde trop tard. on la regarde trop tard. Et c'est pas le moment où on se retrouve face à la problématique. À ce moment-là, c'est qu'il y a eu une erreur. C'est que Ben, en général, on se retrouve en perte. Donc là, moi, j'ai eu le cas, hein, d'un ancien qui a tradé des options 0 DTE et puis qui m'a écrit affolé. Et puis comme il est affolé, il me fait: j'ai pris une option d'un page strike, les niveaux rien. Donc en fait, c'est pas clair parce qu'il est un peu affolé. Je lui ai dit: mais dans ces cas-là, faut m'appeler. Mais en fait, comme tu dis, ça va beaucoup plus loin. Il ne devrait pas avoir à m'appeler. Il aurait dû gérer le truc avant. Il a dit: je suis allé sur le CME pour regarder machin. C'est trop tard, comme tu le dis. Il aurait dû le faire avant, hein. Et en fait, c'est la première chose. Quand vous allez trader un marché, il faut d'abord comprendre le marché. Si vous tradez un produit, les spécificités, les avantages, les inconvénients. Alors, au début, quand on est débutant, on ne peut pas tout trouver, etc. Donc, nous, on le fera, on regardera quand même les spécificités des options. Je dirai attention à ceci, cela. Qu'est-ce qui peut vous arriver, hein? Quand vous faites une stratégie optionnelle, dans n'importe quelle stratégie, il faut anticiper, on anticipe quelque chose. Il faut aussi essayer de se dire qu'est-ce qui va se passer si ça ne marchait pas. C'est-à-dire combien je perdrais, quel serait mon risque, est-ce que j'aurais une position avec les options dans le sous-jacent, est-ce que je serais long, est-ce que je serais short, comment je vais gérer si ça se passe mal, hein. C'est toujours pareil. Quand vous pensez quelque chose, dans une stratégie, il faut aussi penser si ça se passait mal. Alors, soit vous imaginez des scénarios qui se passent mal, on ne peut pas tout deviner, hein. Et dans n'importe quel business, vous êtes un entrepreneur, vous êtes par exemple un gérant d'hôtel-restaurant dans une station de ski, il vous faut des scénarios alternatifs, hein. C'est la saison démarre super bien, il y a de la neige, ça va, il n'y a pas d'avalanche, machin. Et s'il n'y avait pas de neige, qu'est-ce que je fais s'il n'y avait pas de neige? J'essaye d'inventer des scénarios alternatifs, c'est-à-dire je suis en contact avec des associations de VTT en montagne, je les appelle, je leur fais des prix, on a déjà tout prévu, des prix promotionnels, il n'y a pas de neige, tu as plein de mecs qui viennent lui faire du VTT. Ou par exemple, je dis n'importe quoi, un concours de belote, hein. Voilà, vous prévoyez des plans A, des plans B, des plans C, hein. Et là, comme je vous dis, quand vous faites des stratégies optionnelles, il faut aussi essayer d'imaginer le scénario le plus catastrophique. Est-ce que je vais le supporter? Est-ce que j'accepte de prendre ce risque? Donc là, oui, je prends la stratégie et je suis conscient de mon risque. Si vous êtes conscient de votre risque, dès qu'il commence à apparaître, vous allez pouvoir le limiter. Alors là, du coup, si je comprends bien les analogies avec le monde réel que tu fais, ce que tu sous-entends, ou peut-être que ce que tu as observé, c'est que en trading, vu que c'est facile d'accès, les brokers font tout pour faciliter avec les applications, avec etc. Ouais. Mais c'est pas pour ça qu'il faut se jeter Oui, tout à tout de fait. suite dans la bataille. Il faut commencer, alors du coup, par de la théorie, ça c'est indispensable, la formation idéalement, ouvrir un compte démo en parallèle, j'imagine, Oui. et en tout cas prendre ça au sérieux et vraiment mettre toutes les chances de son côté en se préparant comme on le ferait pour des exemples dans la vie réelle. Est-ce que c'est ça la finalité? Ce que je veux te dire, c'est qu'il faut d'abord observer, hein. Là, je lui ai reproché, donc l'ancien qui a fait les 0 DTE, je lui dis: mais tu veux faire des 0 DTE? Alors, je ne lui en avais pas parlé, hein, c'est quelqu'un qui a fait une formation il y a très longtemps avec moi, elle n'existait pas à ce moment-là. Je lui dis: mais la première chose, c'est d'abord regarder les spécificités du contrat des options 0 DTE, c'est regarder, comme tu dis, ouvrir un compte démo, trader en démo, regarder comment ça se passe,
Parce que là, au dernier moment, il a découvert un truc qui était défavorable. C'est pour ça qu'il m'a écrit affolé. Voilà, c'est pas normal. Si c'était bien préparé en amont, et il serait pas affolé. Alors là, il m'a pas dit la suite, comment ça s'est débouclé, etc. Là, parce que j'ai pas eu le temps de continuer la conversation avec lui. Mais je lui ai donné, j'ai dit, tu vois, voilà, tu pouvais faire ceci, cela. Donc je sais pas ce qu'il a fait exactement, hein, parce qu'il était affolé, quoi. Hein. Donc bon, et je pense qu'il a pas, je pense pas qu'il ait perdu énorme, mais il s'en veut. Il se dit, j'ai fait le con. Il a découvert après qu'il a tradé avant de comprendre. Souvent, le problème, les gens, ils ont envie. Ça, c'est le cas du grand débutant, hein. Il achète une action parce qu'il pense qu'elle va monter. Et il ne se dit pas quels seraient les critères pour lesquels l'action ne monterait pas. Je pense, par exemple, le climat. Le climat peut faire qu'une société, elle vend un truc qui est très énergie intensif, consommateur d'électricité, d'énergie, polluant, qui fait que ça peut remettre complètement en cause l'achat de cette action, par exemple, par des gérants. Il ne faut pas oublier qu'il y a des gérants qui ont une éthique sur le climat. Je pense par exemple à un fonds énorme, NBIM, c'est le fonds de pension norvégien. Eux, ils vont regarder les actions qu'ils vont acheter et tout ce qui va être, par exemple, je dirais, mauvais pour le climat, qui va être embauche d'enfants, par exemple, pour fabriquer des produits au Bangladesh avec des enfants, des mineurs. Ils vont regarder tout ce qui est environnemental, social, gouvernance, comment ça se passe. Donc cette action, elle va être délaissée par des fonds comme ça qui sont énormes. Hein. Donc si vous ne pensez pas à tous les événements, on ne peut pas tout penser. Hein. Évidemment, il y a des événements négatifs qu'on ne peut pas deviner, mais il y en a certains, on peut se dire, mais si il se passait ceci, cela, qu'est-ce que je fais? En trading, il faut toujours faire plusieurs scénarios. Si vous avez prévu plusieurs scénarios, si malheureusement il y a un scénario qui arrive mais qui n'était pas celui que vous pensiez, arrive, vous êtes déjà prêt, vous avez réfléchi à froid. Les décisions à chaud, elles sont souvent mauvaises. C'est ça le souci. Donc c'est pas j'achète parce que ça va monter et je me dis pas mais qu'est-ce qui fait qu'elle ne pourrait ne pas monter l'action? Il faut se poser ces questions-là. Et ben dans les stratégies options, c'est pareil. Et comme je vous disais, si jamais votre stratégie, votre scénario ne se réalise pas, quel est mon risque? Hein? Est-ce que j'ai des positions sous-jacentes à gérer? Est-ce que je perds simplement la prime et c'est pas trop grave? Qu'est-ce qui m'arrive? Voilà, ça, il faut l'anticiper. Tout ce qu'on peut anticiper, il faut essayer de l'anticiper. Du coup, dans tes programmes de formation plus longs avec Trader Change, c'est 30 heures sur le format option, j'ai mis 30 heures parce que là, on voit aussi bien des options 0 DTE, les stratégies directionnelles, on en voit plein, hein, énormément, des stratégies de volatilité, des stratégies de couverture, hein, où il y a beaucoup de gens qui ont des stratégies, des investissements, et puis d'un seul coup, qui commencent à voir, par exemple, que le S&P 500, le Nasdaq, il est en train de vaciller un peu, d'un seul coup, ils se posent la question de la couverture, alors qu'ils ne se la posaient pas avant. Hein. Donc, mais ça, c'est pareil, ils auraient dû l'anticiper avant. Hein. Je veux dire, le marché, à des moments, même sans forcément subir un crash, il respire. Donc, il faut aussi se poser des questions. Hein. Je veux dire, c'est pas juste je pense que j'achète des actions parce que ça va monter. Il faut avoir des stratégies dans votre tête au cas où finalement ça ne monte plus. Ça baisse légèrement, pas forcément il craque. Hein, je veux dire, mais il faut y penser. Qu'est-ce que je peux faire, quoi? Parmi les personnes que tu as formées, puis que tu suis au fil du temps, il y en a qui réussissent bien, il y en a aussi qui ont des réussites financières hors trading, qui font aussi du trading. Est-ce que tu peux nous parler des grands profils que tu retrouves, de ceux qui réussissent, de comment réagit entre quelqu'un qui a des faibles moyens, quelqu'un qui a des gros moyens, quelles sont les récurrences qu'on voit entre les différents profils que tu as pu suivre au fil du temps? En fait, ce que j'ai remarqué, que ceux qui réussissent, hein, qui utilisent un maximum tout ce que je leur ai appris, c'est des gens qui sont passionnés. C'est-à-dire, si le gars, au premier appel téléphonique, il me dit « je veux faire un complément de retraite, un complément de salaire, combien je vais gagner par mois ?» Là, ça part mal. C'est-à-dire que les gains, ils vont venir progressivement ou pas. Hein, et donc, au début, il faut se dire « j'apprends », parce que ça passe par un apprentissage du marché qui n'est pas facile, c'est un métier.
Et petit à petit, la personne, elle fait d'abord des petits montants, enfin d'avoir un compte démo, mais elle fait des petits montants, parce que le but au départ, c'est de vérifier que les stratégies qu'on pense fonctionnent, bien choisir les niveaux d'entrée et de sortie, parce que on se dit ouais, je pensais que ça va monter, ouais, mais malheureusement, j'ai déjà eu le cas, hein. Moi, je vois en banque, j'ai eu des gens qui étaient sales, hein, donc ceux qui étaient en contact directement avec l'institutionnel, qui transmettaient les ordres aux traders en salle des marchés. J'avais des sales qui n'étaient pas traders et qui me disaient oh ouais, là j'aurais eu bon, j'aurais acheté, j'aurais vendu. Ouais, mais regarde, ça a commencé par baisser. Tu aurais acheté, en fait, tu serais stoppé et après ça remonte sans toi. Donc, parce que le timing d'entrée, le timing de sortie, le niveau d'entrée, niveau sortie, c'est hyper important. Et donc, comme j'en reviens à ce que je disais au début, les options, ça pardonne le niveau et le timing d'entrée. C'est gros avantage des options. Donc, vous pouvez plus facilement prendre une position. Et là, ce que je voulais dire avec les personnes là, que j'ai eues, ceux qui ont le mieux réussi, c'est ceux qui ne cherchent pas à gagner de l'argent dès le départ. Ils cherchent à comprendre. Et comme ils comprennent, petit à petit, ils essaient d'aller dans les détails, etc. Si vous êtes superficiel dans n'importe quel domaine, au bout d'un moment, le diable est dans les détails et la personne, elle va perdre, hein. Donc ça, je le vois assez souvent, quoi. Je vois 2 types de gens qui bossent un maximum, hein, parce que moi, dans les formations, je considère que la personne, elle veut être professionnelle, qu'elle veut en faire du trading tous les jours, hein, si c'est par exemple du trading intraday, etc. Donc moi, je lui explique tout ce que on doit connaître que doit connaître un trader professionnel. Après, la personne fait ce qu'elle veut, hein. Et après, le problème, c'est qu'au début, c'est un investissement en temps, c'est-à-dire que les cours, ça suffit pas. Je vais demander aux personnes de travailler entre les cours, de faire des recherches. Et là où il y a le cas, il y a des gens, ils font du trading, mais plus par loisir. Et ils vont pas forcément passer le temps imparti nécessaire pour vraiment bien comprendre les marchés, hein. On a des personnes qui sont comme ça. Là, ces personnes, bon, elles ont moins de chances que celui qui a vraiment bossé, évidemment, hein. Donc, voilà, il y a ce genre de psychologie. Concernant les montants, c'est pas parce que les gens, ils ont des gros montants qu'ils vont forcément mieux réussir. Ça, c'est souvent une erreur. Moi, j'ai vu des gens qui ont des montants très faibles, hein, qui ont eu du mal à me payer la formation en plusieurs fois et qui ont bossé et qui, petit à petit, ils ont réussi à monter leur compte. J'ai l'inverse, j'en ai qui ont beaucoup de cash et qui font du n'importe quoi. Alors, ils ont de la chance parce que du coup, ça les pardonne. Enfin, ils ont de l'eau sous la quille, quoi, je veux dire. Mais c'est un peu ridicule, quoi. Je veux dire, parce qu'ils risquent un jour un événement extrême et perdre beaucoup. Donc là, je les mets en garde. Mais souvent, les gens qui ont beaucoup d'argent et qui l'ont gagné à la sueur de leur front, ils sont beaucoup plus prudents. Ils réfléchissent bien, ils vont pas mettre d'effet de levier, hein. L'effet pervers d'avoir un tout petit compte, c'est que la personne, elle veut gagner de l'argent, du coup, elle met un effet de levier et elle va se faire tuer parce que malheureusement, des fois, on ne perd pas une fois de suite, mais 2, 3 ou 4 fois de suite ou 5 fois de suite parce que le marché, c'est pas un salaire. Les gens qui me font je veux gagner de l'argent, alors je gagne tant par mois, donc ça fait avec mon salaire actuel, donc je devrais gagner tant par jour. Non. Hein. On peut avoir X jours de gains consécutifs, puis après on ne comprend pas le marché et on a 5 jours, 10 jours de pertes qui affectent le moral, mais qui fait qu'on ne peut pas faire un calcul de gain moyen par jour, hein. Vous êtes dans voilà, c'est pas un salaire, vous n'êtes plus employé. Donc, ça veut dire qu'il faut se prémunir, c'est-à-dire on ne passe pas d'un seul coup, j'ai un métier, j'ai quitté mon métier, j'ai eu une rupture conventionnelle, j'ai un peu d'argent, paf, c'est le moment, je trade. Je change complètement. Non, vous êtes complètement stressé parce que vous avez eu un peu d'argent avec votre rupture conventionnelle, mais en réalité, 1 mois, 3 mois, 6 mois de salaire, vous avez touché, ça passe très, très vite. Et puis après, la personne, elle trade avec un stress pas possible et en réalité, elle fait des erreurs. En fait, vous basculez progressivement ceux qui veulent en faire leur gagne-pain de votre ancien métier à votre nouveau. Alors, il faut pouvoir, hein. Les gens qui peuvent diminuer, faire du mi-temps. Moi, j'ai eu des gens, j'avais un gars, il était conducteur de train, et il est passé à mi-temps. Comme ça lui dégageait du temps. Il avait un salaire de base qui était faible, mais qui lui assurait sa vie de tous les jours. Et du coup, il prenait plus de temps pour apprendre et petit à petit, il a augmenté ses positions. Jusqu'au jour où il s'aperçoit que naturellement, il peut quitter son ancien boulot. Il ne faut pas quitter son boulot pour commencer, il faut y aller naturellement. Du coup, si on a un boulot exigeant, ce qui est le cas de la majorité des personnes, à moins qu'on soit retraité, Oui. voilà,
Eh bien, du coup, on commence comment? On commence avec des stratégies swing en parallèle de son travail, tout Ça va doucement. être l'avantage. Ouais. Les stratégies options swing trading. L'inconvénient aussi, c'est qu'il ne faut pas se dire: «J'ai acheté des options machin, échéance 1 mois, je ne regarde pas pendant 1 mois». Parce qu'en fait, votre stratégie, elle peut gagner tout de suite, au bout d'une semaine, au bout de 15 jours et faut choper le point optimum, hein. Ou alors votre stratégie, bah, elle est en train de partir dans le mauvais sens, il faut que je la réajuste. Donc l'avantage du swing trading, c'est que vous n'êtes pas obligé de regarder du matin jusqu'au soir, hein, enchaîné, à votre, PC. Ça, c'est gros avantage. Vous pouvez combiner une vie professionnelle et une vie familiale à côté, de loisirs aussi. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il y a pas des, on doit quand même surveiller, quoi. Je veux dire, hein, c'est, vous avez tradé une option, bah, tous les jours, il faut regarder quand même. Si vous avez une option, échéance 1 mois, tous les jours, vous regardez, vous essayez de comprendre pourquoi le marché il a monté, pourquoi il a baissé. Est-ce que je continue à garder ma position ou est-ce que, je la modifie? Voilà. Mais du coup, juste regarder, il y a pas besoin de prendre des heures. Ça peut être checker chaque jour, Oui, 10-20 minutes, voilà. comprendre tout ce qui s'est fait. Ouais. Essayer de comprendre ce qui s'est passé et essayer de se dire: «Est-ce que ma position, je continue à la garder? Est-ce que mon anticipation est toujours valable? Ou est-ce qu'elle commence à s'infléchir, voire s'inverser?» Et dans ces cas-là, je modifie ma stratégie. Alors, autre sujet, Oui, on en avait évoqué tout à l'heure quand on discutait en off et je pense que ça peut être intéressant. Heu, Tu reçois beaucoup de recherches de banques, mais vraiment, oui. énormément, même beaucoup trop, tu peux même pas tout lire. Mais du coup, ça, c'était possible parce que tu as encore beaucoup d'accès de relations, bancaires, de par tes activités D'institutionnel, au institutionnelles. réseau, oui. Hem, Lesquelles sont utiles, lesquelles sont moins utiles, lesquelles sont les meilleures? Bah, là, ta question est un peu trop vague parce que bon, moi, j'ai beaucoup de recherches orientées sur les devises, sur les taux d'intérêt, j'en ai sur les actions, enfin sur les indices, hein. Parce que sur une action propre, ben, il faut aller récupérer l'analyste financier qui a fait une recommandation, qui a fait une étude sur une action en données. Là, je vais pas t'en finis plus, hein. Si c'est soit tu es spécialiste action, donc moi, je vais avoir des documents surtout, forex, taux d'intérêt et cetera, parce que les taux d'intérêt, ça fait bouger les devises. Heu, il y a des il y a plein de documents, c'est-à-dire qu'il y a des documents qui sont valables pour comprendre les événements, hein, et de faire des tendances à moyen terme, hein. Quand je dis moyen terme, c'est 1 mois, hein, c'est pas 1 an, hein. Et puis tu en as des documents qui sont bien intraday OK. et qui vont donc, les banques qui vont nous expliquer, bah, qu'est-ce qui peut arriver dans la journée. Il y a un chiffre américain qui va sortir, que pourrait faire l'euro-dollar, que pourrait faire le S&P 500. Je pense par exemple, JP Morgan, ils vous font des documents intraday sur le S&P 500 et ils vous font, il y a un chiffre comme l'inflation aux US qui va sortir, ils vous font 5 scénarios et donc vous devez faire pareil. Vous devez essayer d'imaginer des scénarios. Alors, c'est pas forcément 5, mais c'est surtout pas un seul. Si vous faites un seul scénario, on en revient dans ce que je vous disais, c'est-à-dire que, bah, si vous êtes pris de court et que c'est pas ce scénario qui se passe, bah, en général, vous faites une grosse perte et vous êtes affolé. Alors que si vous avez prévu tous les scénarios, bah, vous êtes dans votre tête déjà, vous êtes déjà prêt. Donc tu as des banques qui vont carrément nous faire les scénarios, des scénarios sur, par exemple, la BCE, la réunion à la BCE, la réunion à la Fed. Donc tu as des banques canadiennes qui sont très bien, américaines. Tu as une banque française qui est très bien comme ça en intraday, hein, Crédit Agricole, enfin CACIB exactement, la partie, Corporate Investment Bank. Il y a des banques comme HSBC qui sont très, très bien, pour, l'Amérique, hein, pour les chiffres américains et cetera. Et c'est les desks de New York qui sont très bien. Voilà. Chaque banque, elle a ses avantages, ses inconvénients, ses spécificités, je veux dire. Et donc après, suivant ce qu'on trade, il y en a qui sont très bien sur le dollar australien, il y en a qui sont très bien, sur le yen. Alors évidemment, hein, sur le yen, vous allez trouver des banques japonaises qui vont être très, très bien sur le yen, hein. Vous allez trouver, et donc bon, moi, j'ai l'avantage d'avoir un réseau énorme, des gérants qui me donnent accès. J'ai des comptes institutionnels aussi sur certaines banques et en fait, pourquoi c'est hyper important? Parce que tous les hedge funds, les gérants de mutual funds, ils s'appuient sur toute cette recherche des banques pour prendre leurs décisions de couverture, de stratégie d'investissement et cetera. Donc quand vous lisez ça, vous êtes dans la tête des gros. Vous comprenez ce qu'ils surveillent, vous voyez ce qu'ils ne surveillent pas. Et donc vous allez petit à petit être formaté. C'est ce que je fais avec les gens dans les formations. Je les reformate. Je leur dis: «Mais regardez ce qu'ils regardent». Parce que les gens, des fois, il y a certaines choses qu'ils ont pas vues, ils sont pas au courant, hein.
Et donc moi, je les aide à analyser les documents. C'est pas facile, hein, parce que c'est pas marqué noir sur blanc, acheter, vendez, hein, parce que ces documents sont destinés à les professionnels, hein. Donc le problème, c'est qu'on peut être perdu avec tous ces Oui. Ah documents. bah oui, clairement. Donc au bout d'un moment aussi, il faut savoir s'arrêter, hein. Il faut savoir s'arrêter de ne pas lire tous les documents, hein. C'est dire: «J'en sais assez, je prends ma décision d'acheter, de vendre ou de ne rien faire». Des fois, il est urgent de ne pas trader, hein. Si on ne sait pas trop, on ne comprend pas, on ne trade pas. Mais attention, de toute façon, quand on trade, on a une incertitude. Parce que si vous n'avez pas d'incertitude sur le fait que le marché va monter, ben, il a déjà monté avant vous. Vous devez avoir une incertitude en trading. Si vous n'en avez aucune, c'est que vous êtes en retard. Ça, c'est le premier problème que je regarde avec tous les débutants. Ils sont constamment en retard. Alors, je leur explique comment réaliser s'ils sont en retard ou pas en retard, hein. Quels sont les indices pour se dire, ça, ce que je pense, c'est complètement dans les cours, à moitié ou pas du tout dans les cours. C'est la toute première question qu'on doit se poser en trading. Ce que j'anticipe, est-ce que c'est pas déjà intégré dans le marché? Et du coup, est-ce que ça vaut le coup, de trader activement? Puisque c'est une des là, les dernières années avec, l'émergence et la démocratisation des ETF, il y a même des gros courtiers, dans sa Trade Republic là, qui a fait vraiment, son image de marque de Ouais. développer ça auprès du grand public et objectivement ça marche. Ils ont attiré plein de capitaux et la logique, est plutôt cohérente, de dire, «N'essayez pas de battre le marché, vous suivez avec le moins de frais possible les ETF». Oui. Bah, alors, est-ce que ça vaut le coup de rentrer dans tout ce détail? Les banques, elles le font bien, mais elles embauchent, des gens brillants et puis elles ont toute l'infrastructure pour faire. C'est des établissements de crédit, mais en tant que particulier, est-ce que ça vaut le coup, finalement, de faire du trading? Est-ce que toi, Bah, par exemple, tu arrives à battre le marché année après année? c'est pour ça que je dis aux gens, il faut être passionné. Parce que vous êtes en train d'apprendre un métier. Enfin, c'est intéressant de faire un métier dont on est passionné, hein. Moi, quand je suis rentré en salle des marchés, que j'étais particulier avant, j'ai fait des bons, hein, parce que je rêvais, et évidemment, je me doutais que c'est là que j'allais vraiment apprendre. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. J'ai appris des vétérans, je buvais leurs paroles. Voilà, c'est quand même hyper important de faire un métier dont on est passionné, hein. Alors, comme tu dis, je veux dire, si jamais tu ne penses pas pouvoir consacrer un certain temps pour faire du trading tous les jours, eh ben, finalement, acheter un ETF machin, c'est une bonne solution. Tu veux parier le marché action, bah, tu fais confiance au gérant, tu fais confiance à un gérant de fonds, un mutual fund, tu achètes un ETF, tu achètes. Et puis du coup, ben, je veux dire, bah, tu es certain que tu n'auras pas choisi l'action qui a fait 1000% de hausse. Donc tu es certain que tu seras pas le plus riche de la planète, mais tu es aussi certain, si tu as pris certains fonds qui sont assez prudentiels, bah, de pas forcément te retrouver avec un compte à zéro, hein. Donc là, c'est la volonté des gens. Si tu veux passer du temps vraiment à apprendre à trader, si ça t'intéresse, ou si au bout d'un moment tu trouves que c'est trop chronophage, hein. Ça, c'est vrai qu'il y a et puis il y a des gens, comme tu dis, qui sont passionnés, mais qui ont un problème de temps parce que, bah, ils ont un travail. Mais moi, je l'ai eu, hein, tout le monde l'a eu, Moi, j'ai appris le soir, j'ai pas commencé professionnel d'un seul coup, j'avais un boulot, j'étais pas du tout dans le domaine. Donc, je veux dire, je me suis passionné et puis après j'ai réussi à rentrer en salle des marchés, et puis après, bah, maintenant depuis que j'ai quitté, bah, ça y est, je vis ma passion, à 100 du temps, c'est l'avantage. Et puis surtout, bah, tu fais comme tu veux, quand tu veux, parce que c'est pareil quand tu es trader dans une banque, tu as aussi des directives, hein. Donc tu as des directives, tu as des contraintes, donc des fois tu fais pas toujours ce que tu veux en tant que trader professionnel. On peut t'imposer des choses, on peut t'interdire des stratégies, faut pas l'oublier non plus. Le trader, il a pas, un chèque en blanc, fais ce que tu veux, hein. Je veux dire, parce qu'il doit rendre des comptes et puis il y a un contrôle des risques derrière, il y a un contrôle de conformité. Ils ont des contraintes. Alors ça, moi, je vous l'explique, hein, dans les formations. Une contrainte pour un gros, ça peut être un avantage pour vous parce que vous avez pas la contrainte, hein. Donc vous allez pouvoir bénéficier d'une opportunité que le gros ne peut pas Exploiter. bénéficier, Ouais. hein. Alors je donne des exemples très simples, hein. Tu as une Fiat 500, tu veux traverser le village, tu traverses le village, il est fleuri, tu visites. Toi, tu as un camion, tu transportes un liquide inflammable, un smermoir, eh ben, interdit de traverser le village. Tu es obligé de te prendre un détour de 100 kilomètres. Le gros, il a une contrainte. Toi, tu as pu passer le village, tu as gagné dans le temps. Tu as été beaucoup plus vite, tu es devant lui parce que toi, tu as pas fait de détour, hein.
Le gros, il peut avoir des contraintes. Et les contraintes, pour vous, ça peut être des opportunités. Donc ça, il faut en profiter en trading. Et juste pour conclure sur ce sujet des ETF, du coup, si on prend sur le temps très long, la bourse, alors en fonction de ce qu'on prend, les marchés américains ou européens, c'est pas le même rendement, mais en gros, on va dire, on va chercher entre 6 et 9%, donc on va prendre une moyenne à 7-8% annuel. En trading, en fait, ça va dépendre, parce qu'on a accès à des produits dérivés, tout est envisageable, mais toi, de ce que tu as pu voir, de ce que tu as pu expérimenter, quel type de rendements sont crédibles, raisonnables et qu'on peut atteindre Il ne faut pas oublier que si vous investissez, par exemple, dans un ETF indiciel, etc., on le voit sur le CAC. Le CAC, il avait fait un plus haut juste avant la bulle des dot-com. Il a mis, je ne sais plus exactement, 23 ans, 24 ans à récupérer son niveau. Ouais. Bon, par contre, il y a eu des dividendes qui ont été versés. Oui, comme tu dis, ouais. qui diminuent la baisse. Mais il ne faut pas l'oublier. Donc, je veux dire, quand vous faites un investissement très long terme, il faut se dire, attention, vous pouvez avoir des années de vache maigre. C'est-à-dire que là, le S&P 500, par exemple, les indices actions, ils peuvent très bien ne pas se scratcher, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire une année à moins 20, moins 30%, voire 2 ou 3 années. Quand on a été avant-guerre en 1945, il y a eu plusieurs fois, c'était de Dow Jones, il avait fait des périodes de baisse. Donc en fait, mais l'avantage, c'est que la personne qui fait un investissement comme ça à très long terme, c'est moins chronophage. Par contre, il faut pouvoir se dire, mon argent, c'est pas je la mets aujourd'hui et puis je la retire dans 6 mois, dans 1 an. Je veux dire, mais ça, c'est des stratégies. Et comme tu dis, les ETF, ils ont un gros avantage énorme. C'est que vous êtes avec un marché qui est listé, vous avez la sécurité de la bourse. Donc, si jamais votre courtier fait faillite, vous êtes propriétaire de l'ETF. Donc, la bourse vous dira, maintenant, tu peux aller négocier chez tel autre courtier. Et donc, tu n'as pas perdu tout le gain de ta position ouverte. Ça, c'est le gros avantage des ETF. Le gros inconvénient des ETF, c'est que tu as des commissions qui sont à 2-3% d'entrée, de sortie, des frais de gestion. Donc, tu peux surtout pas faire du trading intraday avec un ETF. Mais c'est un avantage. Après, c'est la personne qui choisit. Soit elle veut s'investir, faire du trading intraday, essayer de battre le marché et essayer de comprendre. C'est quand même très valorisant. Tu as fait un trade et ça a monté, ça a baissé. Tu sais exactement pourquoi tu as gagné. Moi, par exemple, ce que j'aime pas, c'est quand je fais un trade, j'ai gagné de l'argent, puis en fait, je m'aperçois que j'avais pas compris. Il s'est passé un événement qui fait que j'ai gagné de l'argent. Mais en fait, voilà, ça veut dire que le trade n'est pas maîtrisé. Ça veut dire que si c'était dans l'autre sens, j'aurais perdu. Moi, j'aime bien quand je gagne, même si, par exemple, je n'ai pas gagné le maximum que je pouvais gagner, mais en fait, c'est exactement ce que j'anticipais qu'il s'est passé. C'est très valorisant. Je veux dire, c'est pas je trade. Tu as des gars qui gagnent, puis en fait, ils sont pas honnêtes avec eux-mêmes, ils ont eu du bol. Et le bol, des fois, c'est le pas de bol. Tu n'as pas toujours du bol. C'est ça. Et donc, moi, j'aime bien savoir que mon trade, il est maîtrisé. Je dirais, quel que soit le gain que je fais. C'est pour ça que je disais, quand quelqu'un débute, le but, c'est pas de faire des gros montants, c'est de faire des petits trades qui font que si tu perds, ça n'affecte pas ta vie. Mais si tu gagnes, tu ne vas pas gagner énorme, mais au moins tu sais pourquoi tu as gagné. Et progressivement, la personne prend de la confiance et elle va augmenter les montants qu'elle trade. C'est ça le truc. Ou soit tu ne veux pas t'embêter. J'ai eu le cas. J'ai des gens qui abandonnent presque à la fin de la formation. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il ne veut pas s'investir. Il ne veut pas s'investir en temps, essayer de comprendre les marchés. En fait, le gars, il aime la bourse comme un loisir. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le gars, carrément, même s'il a payé toute la formation, il abandonne un petit peu avant la fin. Parce que voilà, en réalité, il n'est pas assez motivé pour en faire du trading intraday, pour en faire passer du temps à lire, comme tu dis, la recherche des banques, comprendre ce qui se passe sur les marchés, lire les news géopolitiques, essayer de les comprendre. Voilà. Donc là, c'est le choix de chacun. Je veux dire, comme tu dis. Et là, quand tu investis dans un fonds, etc., tu vas participer plus ou moins à l'évolution de la bourse, tu n'auras pas les meilleurs gains, tu auras des pertes qui peuvent être limitées, mais au moins, voilà, tu as choisi ton camp, quoi. Ça, c'est chaque personne, c'est comme les stop-loss. In fine, le plus important au stop-loss, c'est quel niveau tu acceptes de perdre, quel montant. Et le montant que tu acceptes de perdre, il est différent pour chacun. Il y a des gens, ils vont perdre $200, ça leur fait rien. T'en as $200, c'est pas possible. Donc, voilà, le marché, lui, il se fout de savoir ce que la personne va perdre. Donc, c'est vous qui allez déterminer votre stop-loss, le montant que vous voulez perdre.
hein, et qui fait le montant qui est acceptable pour pas se retrouver dans une situation où je suis affolé, hein. Si je suis affolé, voilà, le trading, il ne dure pas longtemps, hein. OK. Hem, la dernière fois, donc il y a 1 an, tu traitais principalement de forex et aussi, du S&P 500, toi, à titre Ouais. personnel. Est-ce que c'est toujours le cas? Ouais, je Et fais le forex, je fais du trading d'options sur les T-notes, OK, hein, parce que, quand on regarde le forex, comme je te dis, en fait, c'est un trader de taux d'intérêt, un trader sur les devises. Donc je comprends bien le marché des obligations et donc je vais les trader. C'est un marché, qui est, ça coûte pas cher. On n'a pas besoin d'un montant énorme pour trader des options sur futures, sur T-notes. Donc, un particulier, c'est très abordable, hein. C'est quelques milliers de dollars, hein, c'est pas 10 000 $, hein. À 3 000 à 4 000 $, vous pouvez ouvrir un compte et faire des options sur T-notes. Ça coûte moins cher de faire des options sur T-notes que sur le S&P 500 quand on prend le S, par exemple, ouais, ça coûte beaucoup moins cher, hein. Donc ça, c'est l'avantage. Le S&P 500, j'ai fait pas mal d'options, en fin de journée, en fait, surtout quand il y avait pas encore les 0 DTE, je faisais des stratégies options. Et là, actuellement, je fais quand même plutôt forex et T-notes parce que c'est vraiment ma tasse de thé, quoi. OK. Et bah, l'eurodoll a réagi depuis l'élection de Trump. L'euro s'est repris. Est-ce que tu as une vue? Est-ce que tu as quelque chose à nous dire à propos de l'euro-dollar Eh ben, qui est à 1,09 il maintenant? y a plein de phénomènes, qui font bouger l'euro, donc c'est assez dur. Il y a au moins 6 phénomènes, hein. Je veux dire, il y a l'Allemagne qui a débloqué, je dirais, des fonds énormes qui font que ça a fait remonter l'euro. Il y a les anticipations de paix sur l'Ukraine qui, à court terme, font monter l'euro, hein. Pourquoi? Parce que ça va être, des reconstructions. Ça va être des reconstructions, donc ça veut dire des marchés énormes, hein. Donc le marché, il regarde à court terme, il se fout de savoir s'il y a un problème de démocratie ou pas, hein. Le marché, il voit juste qu'il va y avoir du business, hein. Même si c'est pas bien d'un point de vue démocratique, qu'il y a une paix qui est négociée, qui est plutôt à l'avantage, des Russes, hein. Donc lui, il voit ça. Il y a plein de phénomènes. Il y a le fait que les droits de douane, finalement, Donald Trump, il recule sur certains points parce que les droits de douane, c'est beaucoup plus complexe que ça, hein. Tu peux avoir une usine Tesla au Texas qui fabrique des voitures made in USA. Les plaquettes de frein, elles sont fabriquées au Mexique, donc l'usine Tesla va payer les droits de douane. Voire c'est pire que ça, c'est que elle achète la plaquette de frein au Mexique, elle la renvoie au Canada parce qu'il y a, par exemple, on met un étrier, enfin je sais pas, hein, je dis ça un peu au pif, mais je sais que c'est le cas. Elle revient aux USA, elle se reprend la taxe maintenant, qui est, due d'importation des produits canadiens. Donc en fait, tu as même des sociétés implantées, des usines implantées aux USA qui vont se choper les taxes des pays, alors qu'on pourrait croire que non. C'est très complexe, hein. Je veux dire, là, par exemple, on en discutait, moi j'ai une moto américaine et donc j'envisage de la renouveler. J'étais en train de me poser la question puisqu'il va y avoir une, représaille de la Commission européenne, suite aux taxes sur l'acier et l'aluminium de 25. La Commission européenne, elle dit: «Je vais taxer le bonbon, je vais taxer les motos américaines, dès le 1er avril». Donc j'ai posé la question au concessionnaire parce qu'il me dit: «Est-ce que je l'achète avant la nouvelle moto ou est-ce que j'attends?» Je lui ai dit: «Elle est fabriquée où?» «C'est une moto américaine». Il me dit: «Très bonne question». Il sait même pas. C'est-à-dire que comme est-ce qu'ils ont des usines en Europe? Et il m'a dit: «Il y a beaucoup de pièces qui sont faites aux Philippines». En fait, détricoter, je dirais, en fait, made in USA, enfin made in France, alors suivant les pays, made in France, ça ne veut pas dire que 100 est fabriqué en France, hein. Moi, je vois, tu as des voitures Renault, Peugeot, en fait, le démarreur, il est fabriqué dans les pays de l'Est. Donc en fait, le truc, c'est que, bah, si tu importes d'un pays qui subit des taxes, comme je te disais, le constructeur, il les subit, lui. Et donc voilà, tout ça, ça joue sur, le marché, ça joue sur, alors je te dis, c'est pour ça que bon, il y a plein d'événements, on va pas tout pouvoir détailler et ben, plus tu as d'événements, plus c'est gênant parce que, bah, des événements financiers, des événements boursiers, c'est plus dur actuellement qu'avant, bah, le conflit en Ukraine, avant l'arrivée de Donald Trump, hein, qui est complètement versatile. En général, le marché, de toute façon, l'incertitude, il déteste, hein. Ça fait baisser le marché. Enfin, les marchés actions, ça fait baisser le business
Parce qu'un patron, un entrepreneur, s'il ne sait pas à quelle sauce il va être mangé, il ne va pas se lancer dans la construction d'une usine s'il ne sait pas si son produit sera rentable ou pas. Il ne faut pas oublier qu'il y a plein de business sans la TVA, sans les impôts, sont rentables. Et d'un seul coup, si on vous met une TVA, une taxe, des impôts, le business, il n'est pas du tout rentable. Donc l'entrepreneur, lui, il se pose cette question. Hein. Et lui, il a besoin d'une visibilité parce que construire l'usine, c'est un emprunt à 15 ans, à 20 ans. Est-ce qu'il va se lancer dans un emprunt si finalement, au bout de 6 mois, son truc n'est pas rentable? Donc, c'est un business, le fait qu'il y ait de l'incertitude. Et ça, les banques l'avaient largement prévu. C'est-à-dire que les banques, dans la recherche à moyen terme, ils te disaient, dans un premier temps, le S&P 500, ils vont voir que le côté positif de l'élection de Donald Trump, à savoir la réduction très forte de l'impôt sur le revenu, la déréglementation, parce que la réglementation, c'est un coût. Hein. Donc ça, ils voyaient ça. Puis après, on voit maintenant les effets négatifs de l'incertitude. Là, on le voit, par exemple, il a négocié en grande pompe la veille de son investiture comment un cessez-le-feu, une paix donc à Gaza, et puis les bombardements reprennent. Donc en réalité, c'est un échec. Parce que normalement, ça n'aurait pas dû reprendre. Et le problème avec actuellement la guerre en Ukraine, ça peut être ça. C'est-à-dire que dans la réalité, on voit bien que Poutine je dirais, n'accepte rien. Enfin, en fait, il n'a pas changé de discours. Il dit qu'il veut négocier. En fait, l'accord qu'il demande, enfin l'accord qu'il accepte sur une trêve énergétique, ça l'arrange. Pourquoi? Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? On arrive au printemps, donc on a moins besoin d'énergie pour se chauffer. Donc naturellement, il y aura moins d'attaques sur les centrales électriques par la Russie. Et d'un autre côté, qu'est-ce qui se passe? On le voit avec les Ukrainiens qui arrivent à bombarder jusqu'à Moscou. Ça veut dire que la perméabilité de leur, de leur territoire, je veux dire, du survol aérien, c'est quand même assez grand. Hein, parce que ça fait quand même plusieurs centaines de kilomètres quand ils sont lancés de l'Ukraine. Et surtout, c'est parce que les Ukrainiens continuent à bombarder les ressources énergétiques, les stocks de pétrole qui servent à l'armée russe. Donc la trêve énergétique, c'est aussi surtout pour lui, parce que d'un seul coup, les Ukrainiens ne pourront plus bombarder, et donc du coup, lui, il va en profiter pour reconstituer ses stocks, remobiliser son armée. En réalité, Poutine, il veut du temps, il ne veut pas une paix. Mais le marché s'en fout. S'il s'aperçoit qu'il y a un début de cessez-le-feu, ça fait monter le Rodol, parce qu'on se dit on va avoir un accord de paix. Et moi, je vous dis attention. Parce que dans la réalité, c'est toujours pareil, le diable est dans les détails, c'est-à-dire que ce n'est pas un accord de paix. Donc, ça veut dire que ça risque de rebaisser après. En parallèle, les actions des banques européennes ont énormément monté là, ces derniers mois. Est-ce que tu as des infos là-dessus? Pourquoi en fait autant d'engouement et du coup d'anticipation de bons business pour les banques dans ce contexte? Alors, honnêtement, je ne suis pas des secteurs, moi, parce que je fais la macroéconomie avec le forex, je fais les taux d'intérêt, donc je ne pourrais pas te répondre. Après, ce qu'on peut supposer, c'est que ce qu'on entend, parce que tu me dis ces derniers mois, mais tout dernièrement, tout ce qui est financement que veut faire l'Allemagne, etc., tout ce qui est financement de l'industrie de guerre, tu as d'abord un financement business pour les profitable aux banques. Je veux dire, c'est ça. Parce qu'une banque, quand elle te vend un produit, quand tu vas voir à ta banque et tu prends un livret A, l'argent n'est pas géré du livret A par ta banque, mais la banque, elle va toucher une com. Elle touche une com et le livret A, il est géré par la Caisse des dépôts et consignations, ou alors, suivant, ça va être la Banque publique d'investissement. Mais ce que je veux dire, elle va toucher une com, à tout commercialiser le truc. S'il n'y a jamais des émissions d'obligations, les banques sont book-runners. Elles vont aider la Commission européenne, l'État allemand à émettre des obligations. C'est toujours comme ça se passe. Donc, en réalité, les banques, elles gagnent de l'argent. Donc, je ne suis pas le marché, un secteur particulier, je ne peux pas te dire. C'est intéressant, Philippe, et on pourrait discuter comme ça longtemps, mais je propose de te retrouver le 14 mai, mercredi 14 mai. On passera une très bonne après-midi tous ensemble, centré sur les options au sens large. On parlera des options sur le forex, mais aussi sur les indices, sur les futurs. D'ailleurs, une petite anecdote sur les futurs, tu disais attention avec ces options 0 DTE par exemple. En fait,
le soir, c'est pas forcément intéressant de les déboucler, il faut mieux les Oui. tenir. Après, le truc, c'est qu'il faut pas abuser du levier, il faut pouvoir les tenir et donc être livré, mais parce que en fait, il y a ouais, tout un jeu à comprendre, à connaître pour Tout à fait. exploiter au mieux les. Et c'est ce genre de petites tactiques et de subtilités dans lesquelles on va. Qui fait que la personne, elle peut se retrouver avec un gain intéressant ou finalement ne pas gagner de l'argent. Il faut comprendre comment le courtier va gérer votre position, comment le market maker, qu'est-ce que va faire le market maker dans l'évolution de la journée. Tout ça, il faut le comprendre. Et quand vous l'avez bien, ça passe par l'observation au départ. Donc moi, je vais montrer aux gens. Alors surtout, préparez vos questions à l'avance. Si vous avez des questions sur les options, vous les notez bien à l'avance, comme ça ceux qui viendront, on prendra quelques questions et on pourra en répondre. Merci Philippe. Merci Fabien.